Salut vous, moi c'est Ellie. J'ai longtemps hésité à créer ma chaîne YouTube, mais bon finalement, ça y est, je me lance. Je lance ma chaîne qui va parler En fait, j'aimerais vous parler de thèmes en rapport avec la mythologie grecque. Mais pas que, sûrement aussi la mythologie romaine. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo. Je vais vous parler aussi de l'histoire, pas que de la mythologie, il y aura aussi de l'histoire, de l'Antiquité, parce que les deux sont incontestablement reliés. Et puis je vais aussi sûrement vous parler, peut-être dans le futur si mes vidéos vous plaisent, je vais vous parler sûrement de la mythologie peut-être égyptienne, nordique et tout ce qui a un rapport avec l'Antiquité. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de Hunger Games. Attends, en fait quand j'y pense c'est complètement en désaccord avec ce que je suis en train de dire. Oui mais non, parce qu'en fait je vais vous expliquer justement comment Suzanne Collins, l'auteur d'Hunger Games, s'est inspirée de la mythologie et de l'histoire gréco-romaine dans son œuvre. Et croyez-moi, il n'y a pas que deux petites références. Vous allez voir. Pour commencer, il faut savoir que dès son plus jeune âge, Suzanne Collins est gaga de mythologie. Elle adore ça et son mythe préféré est de loin le mythe de Thésée et le Minotaure. Thésée est très célèbre en Grèce, c'est vraiment une légende très connue. Aussi connue que Persée, Achille, Hercule. Voilà, si vous ne le connaissez pas, je vais vous l'expliquer. Je vais vous raconter cette histoire. Petit disclaimer, car Thésée et le Minotaure est un mythe, il n'y a aucun moyen de vérifier si les faits se sont réellement passés ou non. De plus, comme tous les mythes, il y a plusieurs interprétations. Donc s'il vous plaît, ne vous offusquez pas dans les commentaires parce que la version que je vous raconte là n'est pas la même que celle que votre prof de latin au collège vous a racontée. Il s'agit de l'un des plus grands mythes de l'univers gréco-latin. Thésée est le fils du roi d'Athènes. Et dans la légende, à cette époque-là, Athènes ayant essuyé une grosse défaite contre la Crète, donc la Crète c'est une petite île dans le sud de la Méditerranée. Dans la légende, le roi c'est Minos, et le roi donc d'Athènes c'est Égée. Thésée est donc le fils d'Égée. Et donc Égée ayant essuyé une défaite contre Minos, il se voit obligé d'envoyer 7 tribus hommes et femmes chaque année en Crète pour que Minos les envoie dans son labyrinthe, le labyrinthe construit par Dédale, et donc il va les envoyer dans ce labyrinthe. Et dans ce labyrinthe il y a le Minotaure, et le Minotaure c'est une bête légendaire monstrueuse, assoiffée de sang, qui va donc manger les tribus. Mais vous allez pouvoir vous demander quelle utilité déjà de faire ça en fait, à quoi ça sert? Parce que dans Hunger Games, les gens se battent dans une arène, mais là, ils les envoient juste pour mourir dans une arène, il n'y aura pas de survivants, vous voyez ce que je veux dire? Alors déjà, il y a deux buts. Le but premier, évidemment, nourrir le Minotaure, c'est une arme quand même assez puissante pour l'époque, un peu comme la bombe nucléaire aujourd'hui. Ça fait pression sur les royaumes ennemis, et donc le roi Minos, finalement, s'en sert voilà, pour faire peur. Mais l'autre raison, c'est aussi car le Minotaure sert à se venger. C'est-à-dire que Minos, malgré avoir gagné la guerre contre Égée, le roi d'Athènes, il a quand même perdu son fils qui s'est fait sauvagement assassiner par les Athéniens. Et donc, Minos souhaite se venger. Et donc, Thésée, le fils du roi Égée, est très insatisfait, il est vraiment pas content. Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content que son peuple soit envoyé en pâture à un monstre sanguinaire. Et donc Thésée, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se faire passer pour un tribut homme, même si son père est vraiment pas d'accord du tout pour faire ce genre de choses, il va quand même le faire, il va se passer pour un tribut homme et va être envoyé à Crète dans le labyrinthe. Mais avant d'entrer dans le labyrinthe, il se lie d'amitié et même un petit peu plus avec la fille du roi Minos qui s'appelle Ariane. Donc Ariane va tomber éperdument amoureuse de Thésée et va vouloir tout faire pour l'aider, elle veut pas qu'il meure dans le labyrinthe. Ce qu'elle va faire, Ariane, c'est qu'elle va d'abord voler le glaive de son père qui fut transmis de génération en génération, qui est un glaive très important. Elle va le voler et le donner à Thésée discrètement avant qu'il entre dans le labyrinthe, et elle va également lui donner une pelote de laine. Grâce à ça, il va pouvoir tuer le Minotaure et retrouver son chemin grâce à la pelote de laine. Donc c'est ce qu'il va faire.
et il va ensuite sortir du labyrinthe. Il va emporter Ariane avec lui, donc Ariane trahit son père, et son père le sait, donc elle part en bateau, ils retournent à Athènes et vécurent heureux avec beaucoup d'enfants. Ça aurait été le scénario si ça avait été un Disney. Mais malheureusement, ce n'est pas un Disney, et donc quand Thésée retourne pour Athènes, son équipage et notamment son commandant lui dit que c'est une très mauvaise idée de ramener Ariane, qu'elle sera pas du tout aimée par les Athéniens parce qu'elle vient de Crète. Thésée, il fait ok d'accord. Ok. Et il va donc déposer Ariane sur l'île de Naxos. C'est une île dans la Méditerranée bien sûr. Donc, Ariane étant abandonnée sur l'île, Thésée repart pour Athènes et il est victorieux. Fun fact, figurez-vous que lorsque le bateau devait rentrer au port du Pirée, donc le port d'Athènes, où l'attendait le roi, il était censé montrer une voile blanche en cas de victoire si Thésée est encore en vie, et noire si Thésée est mort et donc qu'ils n'ont pas réussi à stopper le massacre qui se passe sur l'île de Crète. Thésée, intelligent comme il est, a oublié de changer la voile, et donc le roi Égée voit le bateau revenir avec une voile noire et décide de se jeter dans la mer, de se suicider finalement. Et Thésée, quand il accoste, il est nommé immédiatement roi d'Athènes. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui la mer qui borde à Athènes s'appelle la mer Égée. Vous avez tous remarqué les similitudes avec Hunger Games. En effet, les différents districts doivent fournir un tribut féminin et masculin au président Snow qui les envoie dans une arène afin de combattre, et ainsi qu'il n'en reste qu'un. Là j'ai mis 2 mais en vrai c'est 1 comme ça. Dans ces deux histoires similaires, ce système est mis en place afin d'installer la peur. Minos veut faire peur aux Athéniens afin d'empêcher toute rébellion. Sauf que ce système-là n'est pas éternel, et au fur et à mesure du temps, les victimes de ce système sont prêtes à risquer leur vie pour être libres. On peut voir ça dans Hunger Games et dans Thésée et le Minotaure, car Thésée souhaite la liberté de son peuple, et bien sûr Katniss va jouer un peu le rôle de Thésée. Elle va donc un peu tout foutre en l'air, le plan du président Snow, qui est d'envoyer les gens s'entretuer dans une arène finalement. En parlant de tyran, j'aimerais vous parler du président Snow, ou plutôt de Coriolanus Snow. Oui, ce nom est particulier. Vous avez sûrement dû vous dire que sa mère non plus ne l'aimait pas à la naissance, sûrement à cause de son nom déjà et de son prénom, Coriolanus Snow. En réalité, Coriolanus est le nom d'un personnage de la mythologie romaine, Caius Marcius Coriolanus, qui est une figure emblématique semi-légendaire de la République romaine, qui aurait manipulé 2 camps ennemis afin d'arriver à ses propres fins, de posséder ses propres territoires. Et donc ces 2 camps ennemis, ce sont les Volsques et les Romains. Encore là, on peut voir que le personnage de Snow est aussi fourbe que Coriolan, et ont les mêmes intérêts. En effet, ils manipulent les gens pour mener à bien leur soif de pouvoir égocentrique, finalement. On peut voir que dans Hunger Games, Snow est manipulateur. Snow manipule en même temps les districts. Normal, c'est un peu le président, c'est lui qui fait un peu ce qu'il veut. Mais il manipule aussi le Capitole. Par exemple, on sait dans les livres et dans le film que Coriolanus Snow était prêt à boire du poison. Il est prêt à se mettre en danger, à se faire du mal pour manipuler le peuple. Voilà. Pourquoi il buvait du poison? C'est tout simple. Il voulait dissuader ses concurrents politiques et ses ennemis qu'ils étaient en train de boire du poison, donc ils en buvaient avec eux, même si après ils buvaient immédiatement l'antidote. En Grèce antique, c'est un monde encore de politique, donc démocratique, donc la démocratie arrive, les concurrents politiques sont très présents, beaucoup aussi de sophistes sont dans les rues, donc c'est là qu'ont commencé certains hommes politiques à faire comme Snow, c'est-à-dire boire parfois du poison pour tromper le regard et finalement manipuler ses adversaires. Mais il n'y a pas que le président Snow qui a un prénom qui sort tout droit de la mythologie gréco-latine. Castor et Pollux est le parfait exemple. Ils sont dans la mythologie grecque les Dioscures. Les Dioscures, ce sont les fils de Zeus qui incarnent l'espoir dans les situations désespérées.
et sont le symbole de la jeunesse qui prend les armes pour défendre une cause. Encore là, leur rôle mythologique et dans Hunger Games coïncide. Dans Hunger Games, ils rejoignent les rebelles du district 13 et prennent les armes dans l'escouade Star afin d'aider de renverser le Capitole. Même si on les voit très peu dans le film, on les voit quand même assez, ils ont une place idéologique. Nous savons que ces personnes-là, elles sont là pour donner espoir. C'est elles qui tiennent les caméras, c'est elles qui diffusent les spots. Elles ont un rôle important et on peut les coïncider bien sûr avec la mythologie grecque. Par ailleurs, les deux organisateurs des jeux que l'on a pu voir dans les films et les livres sont Seneca Crane et Plutarque Evansby. Et ils font référence bien évidemment aux auteurs romains Sénéca et Plutarque. Donc ces auteurs sont aussi historiens et philosophes. Et donc on peut faire un parallèle entre donc Sénéca et Plutarque dans Hunger Games qui eux sont là, ils contrôlent l'arène. C'est eux qui créent les différents éléments à ajouter dans l'arène pour créer une histoire, pour qu'il y ait des morts, pour qu'il y ait un survivant, pour qu'il y ait de l'aide, qu'il n'y en ait pas, etc. C'est eux qui sont les maîtres un peu. Et oui, donc on peut faire un parallèle car dans la Rome antique, Sénèque et Plutarque étaient de grands auteurs, philosophes et historiens, comme je l'ai dit plus tôt. Et ils ont créé des histoires mythologiques, ils ont créé des mythes, ils ont raconté des histoires qui s'étaient passées. Ce sont des personnalités publiques très importantes à l'époque. Et c'était notamment eux qui créaient des pièces de théâtre. Ce sont des personnes qui racontent des histoires, par un biais différent évidemment, mais voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Encore dans les prénoms qui se réfèrent à la mythologie, il y a Cinna, le styliste de Katniss, incarné par le légendaire Lenny Kravitz. Cinna est un personnage très attachant et est un acteur important dans la rébellion, même si ses actes sont subtils. Il en est de même pour son inspiration. En effet, dans la Rome antique, Cinna est un poète, donc il a vraiment existé, qui conspire contre César afin de le renverser. Donc voilà, dans les deux œuvres, on voit, les deux sont des artistes dans des domaines différents, et sont là, ils conspirent contre le dictateur. Ces actes à Cinna, dans la Rome antique comme dans le film, sont subtils. Il s'agit de créer un vêtement qui pourrait faire penser à la rébellion, une coupe de cheveux, placer une broche sur Katniss, voilà. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la Rome antique, Cinna, c'est la personne qui a encouragé Brutus à ce qu'il se rebelle contre son père. On peut donc voir dans Hunger Games que c'est à peu près la même chose. En effet, Cinna, il influence subtilement Katniss pour qu'elle se rebelle contre le président Snow. On peut voir que c'est un personnage qui se soucie de la liberté et qui se concentrera sur ce seul objectif, quitte à se sacrifier. Hein, car on sait que Cinna plus tard dans la Rome antique sera mise en procès pour avoir assassiné César comme d'autres des conspirateurs. Et dans Hunger Games, Cinna meurt, voilà, sous la torture des hommes de main du président Snow. Voilà, ce sera tout pour ma première vidéo. J'espère que ça a plu aux gens qui sont passés par ici. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air et à m'écrire un gentil petit commentaire afin que je sache si je peux continuer à faire des vidéos, si ça intéresse des gens. Et si vous voulez voir d'autres vidéos justement comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire si c'est un bon concept. Si ça a déjà été vu, je pense, j'ai un peu fouillé sur YouTube, j'ai vu que ça n'avait pas été trop fait, la mythologie, tout ça, un petit peu par Nota Bene, un petit peu par Charlie Danger, mais pas tellement, pas une chaîne entièrement là-dessus. Donc voilà, dites-moi vos retours, ça m'intéresse énormément, et voilà, bisous.